Bonjour. Pour cette dernière leçon de notre cours en ligne sur les enseignes et afficheurs à LED, nous allons parler d'un usage massif de LED. Il s'agit des écrans géants, appelés aussi parfois murs de LED. Nous allons voir comment la technologie des LED a évolué jusqu'à arriver à de telles réalisations. Nous allons voir que le nombre de LED impliqués a des contraintes terribles au niveau des timings et qu'il faudra organiser nos écrans sous forme de panneaux, eux-mêmes constitués de modules. Et nous regarderons aussi les signaux qui sont utilisés pour commander ces écrans. Dans les années 1960-1970, au début de l'époque des LED, elles étaient simplement utilisées comme des témoins lumineux qui étaient très efficaces par rapport aux ampoules qu'on utilisait à l'époque et qui avaient aussi une durée de vie beaucoup plus intéressante. Avec la baisse des prix des LED, les premiers journaux lumineux sont apparus sur le marché avec généralement un nombre assez limité de LED. Il était possible de former des caractères sur une matrice de 5 x 7 et il était possible de faire défiler des textes sur ces journaux lumineux. Peu après les LED rouges, les LED vertes sont apparus sur le marché. Par contre, il a fallu attendre passablement de temps, jusque dans les années 90, pour que les LED bleus soient disponibles. Or, on sait que pour créer un pixel avec différentes couleurs, on va mettre 3 LED, une LED rouge, une LED verte, une LED bleue. C'est ces fameuses LED RGB, Red, Green, Blue. Et on sait qu'il est possible de produire toutes les couleurs visibles par l'œil humain en variant l'intensité de chaque LED. On connaît les techniques PWM, BCM. Voilà un écran de grand format. Celui-ci a été utilisé pour un match de football. On les voit dans les villes pour la publicité. On les voit souvent dans des spectacles musicaux et autres. Et naturellement, on les voit aussi dans les manifestations sportives. Ces écrans sont de plus en plus populaires. Un des caractères les plus importants d'un écran, c'est son pitch, c'est-à-dire la distance entre deux pixels, exprimée en millimètres. Par exemple, lorsqu'on voit P8, eh bien, il s'agit d'un écran dont les pixels ont 8 mm les uns par rapport aux autres. Prenons l'exemple d'un afficheur de 16 mètres par 9 mètres, avec un pitch de 6 mm, et calculons un petit peu le nombre de LED qu'il faut par mètre. Eh bien, c'est 1000 mm divisé par 6, ça fait 166 pixels par mètre. Lorsqu'on passe en unité de surface, on a 27 000 pixels par mètre carré. Si on considère l'ensemble de notre afficheur, on arrive à près de 4 millions de pixels. Et lorsqu'on réalise qu'il faut 3 LED par pixel, eh bien on le voit qu'il faut. Et lorsqu'on réalise qu'il faut 3 LED par pixel, eh bien on voit qu'on arrive à près de 12 millions de LED pour cet afficheur. Par ailleurs, on souhaite généralement avoir une période de rafraîchissement de l'ordre de 10 millisecondes, qui correspond à 100 Hz. Si on a 8 bits pour l'intensité la plus faible va nécessiter d'allumer la LED 1/256e du temps. On voit donc qu'il est nécessaire de pouvoir envoyer l'ensemble des valeurs sur les LED toutes les 39 microsecondes. Oui, j'ai bien dit que toutes les 39 microsecondes, il fallait renvoyer une valeur à 12 millions de LED. Est-ce possible de le faire avec un microcontrôleur? On utilisera certainement plusieurs microcontrôleurs et peut-être la technique du DMA pour accélérer les transferts, mais généralement, on sera obligé d'utiliser des circuits logiques programmables, des FPGA, pour réaliser cette fonction. Par ailleurs, on va utiliser une technique de hiérarchie en divisant les écrans en différents panneaux. Par exemple, des panneaux de
64 par 64 pixels qui aurait une dimension de 64 par 64 cm en P10, un petit peu plus grand pour du P12. Ces panneaux, on doit les alimenter. Vous verrez à quoi sert cette deuxième prise. On doit également apporter un signal qui pourra être transmis au panneau d'à côté. Voici un écran composé de 4 x 3, c'est-à-dire 12 panneaux. Voilà comment va se présenter son câblage au niveau des signaux qui arrivent dans le premier module, qui sont transmis au suivant. Cette organisation devra être signalée au logiciel qui produit ce signal, de telle manière qu'il puisse avertir chacun des panneaux successivement sa position géométrique. Chaque panneau doit en effet connaître quelle partie du signal il doit afficher. Pour le câblage des alimentations, on pourra aussi passer d'un module à l'autre, mais attention, la consommation de courant peut être importante et peut-être qu'on aura intérêt à regrouper ici les 3 lignes dans un bornier ou une multiprise avec ici un câble de diamètre suffisant. La consommation de ces écrans est considérable. Ici, vous voyez justement un technicien à l'arrière d'un écran qui est en train de faire le câblage. Chacun de ces panneaux est composé de plusieurs modules. Voici un exemple de module. Il s'agit dans ce cas-là de P10 en 32, donc ici 32 x 16 pixels. On voit ici l'arrière du module avec son électronique. Ce module utilise une technologie de multiplexage par 8. En regardant en détail, on voit qu'il y a des registres à courant constant, des registres 16 bits. On voit qu'une seule résistance est reliée à ce registre pour donner l'intensité en courant maximale pour chacune des sorties. On voit ici les circuits qui commandent les anodes. Il s'agit de doubles transistors PMOS. Prenons un autre exemple, un panneau composé de modules de 16 par 16 pixels. Voilà l'ensemble du panneau. Si on le retourne, on voit de nouveau une alimentation, cette fois du 5 volts, une entrée, une sortie pour les signaux des registres. Alors on comprend que le câblage pourra se faire en parallèle pour les alimentations, qu'on va relier la sortie de chaque registre, donc de chaque module, au suivant, pour que ça forme un grand registre si on avait relié l'ensemble des modules de cette manière-là. Mais très souvent, on va plutôt utiliser du parallélisme. On va considérer qu'il s'agit de 4 registres séparés. Ici, la carte de commande qui a par exemple 4 sorties pour commander cette première ligne, cette deuxième ligne, etc. jusqu'à cette 4e ligne. Donc les modules sont en partie en série, mais parfois aussi groupés en parallèle. Chaque fabricant est bien entendu libre d'utiliser les signaux et les connecteurs qu'il veut pour envoyer l'image à son écran. Quelques standards semblent émerger, mais ça reste des standards propriétaires dont il est assez difficile d'avoir les spécifications détaillées. Assez souvent, on utilise électriquement le standard Ethernet avec les fameux connecteurs RJ45 pour le signal qui est envoyé au panneau. Mais attention, il ne s'agit pas de réseau informatique dont on a l'habitude. On a bien les connecteurs RJ45, on a bien une électronique similaire à celle qui est dans une carte réseau, mais par contre, il ne s'agit pas de paquet IP, le protocole n'est pas le protocole IP, et on ne peut donc pas utiliser une carte réseau habituelle pour faire ce travail. Il s'agit de cartes spécialisées. À l'intérieur des panneaux, pour les modules, les signaux sont souvent véhiculés par des câbles plats. On voit ici un modèle à 16 broches. Ces standards s'appellent souvent hub suivi de 2 chiffres. Par exemple, le hub 80. Par exemple, le hub 75 avec ici 16 signaux. On trouve R
G, B, donc les trois couleurs pour la première partie de l'écran et ici pour la deuxième partie de l'écran. On trouve les signaux A, B, C, D pour le multiplexage. On trouve nos habituelles horloges série et l'horloge parallèle qui s'appelle ici latch. On trouve l'output enable qui permet de moduler la sortie de l'ensemble des LED, par exemple pour faire des variations d'intensité globale. Et ici, on a 4 broches qui sont utilisées pour la masse. Le plus 5 volts est sur un autre connecteur. C'est évidemment un sujet extrêmement vaste que nous n'avons que survolé. Nous avons vu comment les LED ont fini par devenir des écrans avec des millions de LED. On a vu les contraintes de timing qui s'y réfèrent. On a vu comment les écrans sont généralement divisés en panneaux, les panneaux eux-mêmes divisés en modules, et on a vu un peu les signaux qui les pilotent.